9 langues. Un garçon de 12 ans qui nettoyait les sols avec sa mère a affirmé parler 9 langues. Les hommes d'affaires ont ri, mais un cheikh arabe a cessé de rire lorsque le garçon a commencé à parler. C'était un mardi après-midi à Paris. Le ciel gris de novembre se reflétait dans les grandes baies vitrées de Global Tech Industries, une société d'import-export qui occupait 3 étages d'un élégant gratte-ciel dans le quartier de la Défense. Au 10e étage, dans une salle de réunion au mur crème et au mobilier en bois clair, se tenait une réunion importante. Autour de la grande table ovale étaient assis 7 hommes en costume cravate, des documents éparpillés, des tasses de café, des tablettes ouvertes. L'atmosphère était celle typique des affaires, formelles, sérieuses, concentrées sur les chiffres et les contrats. Parmi eux, la présence du cheikh Ahmed Al-Jamil, un entrepreneur émirati d'une 50aine d'années, vêtu de l'élégante candeur blanche et du gouttra traditionnel, se distinguait. Il était à Paris pour discuter d'un partenariat commercial de plusieurs millions d'euros. Pendant que les hommes parlaient de chiffres et de pourcentages, dans un coin de la salle presque invisible, travaillait Hélène, 54 ans, cheveux bruns, rassemblés sous une simple charlotte blanche. Elle portait son uniforme de travail, jupe noire, chemisier blanc, tablier. Dans sa main, un chiffon pour dépoussiérer l'étagère où reposaient quelques plantes d'intérieur. Hélène travaillait chez Global Tech depuis 6 ans. Chaque jour, du lundi au vendredi, de 14h à 10, à 8h. Nettoyage, rangement. Parfois, elle servait le café pendant les réunions. C'était une femme discrète qui faisait son travail avec dignité et en silence. Les hommes d'affaires la remarquaient rarement. Pour eux, elle faisait partie du mobilier, comme les plantes ou les chaises. Mais cet après-midi-là, quelque chose d'inattendu allait se produire. La porte de la salle de réunion s'ouvrit lentement. Un jeune garçon avec un sac à dos sur les épaules jeta un coup d'œil. Il avait environ 12 ans, des cheveux bruns un peu ébouriffés, un jean et un sweat bordeaux. Ses yeux sombres cherchaient quelqu'un dans la pièce. « Maman !» dit-il à voix basse. Hélène se retourna brusquement, son visage pâlissant. « Antoine !» murmura-t-elle, mortifiée. Tous les regards se tournèrent vers la porte. Un silence lourd s'abattit sur la salle. Certains hommes échangèrent des regards agacés, d'autres haussèrent les sourcils, surpris par l'interruption. Antoine entra timidement, serrant les bretelles de son sac. Je suis désolée, maman, l'école a fini à 14h aujourd'hui. Il y avait une réunion de professeurs. Tu n'as pas répondu au téléphone et je ne savais pas où aller. Hélène se précipita vers son fils, le visage rouge de gêne. « Chérie, attends dehors, s'il te plaît, j'ai fini dans 20 minutes. » « Non, non, Madame Hélène, dit Monsieur Durand, l'un des dirigeants français d'un ton sec et irrité. Si vous avez des problèmes familiaux, vous pouvez partir maintenant. Ceci est une réunion importante. Nous ne pouvons pas avoir ce genre d'interruption. » Les mots frappèrent Hélène comme une gifle. Elle baissa les yeux, mortifiée. « Je vous prie de m'excuser, Monsieur Durand, cela ne se reproduira plus. Antoine sort immédiatement. » Mais avant que le garçon ne puisse bouger, le cheikh Ahmed leva la main d'un geste calme. « Un instant, dit-il d'une voix douce mais autoritaire. » Il regarda Antoine avec curiosité. « Comment t'appelles-tu, jeune homme ?» Antoine, intimidé mais poli, répondit « Antoine, monsieur, Antoine Dubois. »« Quel âge as-tu ?»« 12 ans, monsieur. » Le cheikh Ahmed sourit, il y avait quelque chose dans la manière dont ce garçon se tenait. Malgré la gêne évidente, il gardait le dos droit, regardait dans les yeux, parlait avec respect, mais sans peur. « Tu vas à l'école ici, à Paris ?»« Oui, monsieur, au collège Victor Hugo, non loin d'ici. »« Bon garçon, » dit Ahmed. Puis il regarda Hélène avec gentillesse. Madame, ne vous inquiétez pas, votre fils peut attendre ici. Asseyez-vous là-bas au fond, jeune homme, nous serons rapides. Hélène le regarda avec une gratitude mêlée de surprise. Elle n'était pas habituée à tant de courtoisie. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Antoine alla s'asseoir sur une chaise dans le coin en levant son sac à dos et le posant à ses pieds. Il sortit un livre et commença à lire en silence, essayant d'être le plus invisible possible. La réunion reprit, mais quelque chose dans l'air avait changé. Ce que personne dans cette salle ne pouvait imaginer, c'est que dans les minutes qui suivraient, ce jeune garçon silencieux dans le coin transformerait complètement le cours de cette journée et peut être de toute sa vie. La réunion se poursuivait avec des chiffres et des graphiques projetés à l'écran. Antoine, assis dans son coin, lisait son livre en essayant de ne pas faire de bruit. Hélène avait repris son travail, passant silencieusement un chiffon humide sur le meuble près de la fenêtre. Monsieur Durand était en train de présenter les détails d'une nouvelle ligne de distribution lorsque son téléphone vibra sur la table. Il le regarda et esquissa un sourire sardonique. « Ah, regardez ça, dit-il en s'adressant à ses collègues. Mon fils David vient de rentrer de son cours particulier d'allemand. 500 € par mois, mais ça en vaut la peine. Dans le monde des affaires, les langues sont tout, les autres
hochèrent la tête en signe d'approbation. « Tu as raison, dit un autre dirigeant, M. Martin. Ma fille fréquente une école internationale, elle parle anglais parfaitement, ça coûte une fortune, mais pour l'avenir de nos enfants… » Bien sûr, intervint Durand d'un ton méprisant, jetant un rapide coup d'œil vers Hélène. Tout le monde ne peut pas se permettre une éducation de qualité. Certains doivent se contenter des écoles publiques. C'est ainsi que le monde fonctionne. Ah. Hélène sentit ces mots comme des coups de poing dans l'estomac. Elle serra le chiffon entre ses mains, mais ne dit rien. Elle avait appris depuis longtemps à rester silencieuse. Mais pas Antoine. Le garçon leva les yeux de son livre, ses yeux brillaient d'une émotion contenue, il avait tout entendu. Il avait entendu comment ces hommes parlaient de sa mère, de sa vie, comme s'ils étaient inférieurs. « Ma maman travaille très dur, dit Antoine d'une voix claire, posant son livre sur ses genoux. Tout le monde se tourna vers lui. Hélène blêmit. « Antoine, s'il te plaît. » Mais le garçon continua, avec respect, mais sans baisser le regard. « Elle travaille à 3 endroits différents pour me nourrir et m'envoyer à l'école. Et j'étudie beaucoup plus que vos enfants ne le font probablement. » Monsieur Durand éclata de rire. « Oh, vraiment? Et qu'est-ce que tu étudies de si important, petit? »« Les langues, répondit simplement Antoine. « J'étudie les langues. Ah oui ?» dit Martin avec un sourire condescendant. « Et combien de langues étudies-tu » Antoine n'hésita qu'une seconde. Il savait que ce qu'il allait dire semblerait impossible, mais c'était la vérité. 9. Le silence ne dura qu'un instant avant que la salle n'explose de rire. Durand riait si fort qu'il dut s'essuyer les yeux. « 9 langues! Tu as entendu, Martin? Le gamin parle 9 langues! » « Mais bien sûr, dit un autre dirigeant entre 2 rires. Et moi, je suis le pape. » « Il compte probablement le français et le verlan comme 2 langues différentes, ajouta quelqu'un d'autre, déclenchant une autre vague d'hilarité. Hélène s'approcha rapidement d'Antoine, le visage rouge de honte et d'inquiétude. « Antoine, ça suffit. S'il te plaît, prends tes affaires, attends-moi dehors. »« Mais maman, c'est vrai, tu le sais, dehors !» murmura Hélène d'une voix ferme, bien que ses yeux commençaient à se remplir de larmes. Antoine baissa le regard, humilié, et prit lentement son sac. Mais avant qu'il ne puisse se lever, une voix calme mais autoritaire remplit la salle. « Attends !» C'était le cheikh Ahmed. Pendant tout ce temps, il n'avait pas ri, il était resté assis, observant le garçon attentivement. Ses yeux experts avaient vu quelque chose que les autres avaient manqué. Antoine n'avait pas l'air d'un menteur, il avait l'air de quelqu'un qui avait été blessé pour avoir dit la vérité. « 9 langues » répéta Ahmed lentement. Il se pencha en avant sur sa chaise, les mains jointes sur la table. C'est une déclaration très sérieuse, jeune Antoine. Les rires s'éteignirent progressivement. Les hommes regardaient le cheikh Ahmed avec curiosité, se demandant où il voulait en venir. « Oui, monsieur, » dit Antoine d'une voix ferme. « C'est la vérité. » Ahmed hocha la tête, pensif. « Je vois. Et quelles seraient ces 9 langues ?» Antoine se redressa. Français, anglais, espagnol, allemand, arabe, portugais, russe et chinois mandarin. Un autre moment de silence incrédule, puis Durand ricana. « Cheikh Ahmed, avec tout mon respect, ce garçon est clairement… » Ahmed leva la main, le faisant taire. Immédiatement, ses yeux ne quittaient jamais le visage d'Antoine. « Intéressant, dit-il lentement. Un fin sourire apparut sur son visage. Très intéressant. Il se leva de sa chaise d'un mouvement fluide. Tout le regardait, confus. « Bien, Antoine, dit Ahmed d'un ton doux, mais avec une lueur de défi dans les yeux. Si tu dis la vérité, tu n'auras aucun problème à le prouver. » Le cœur d'Antoine se mit à battre plus vite. « Parlons. » Le cheikh Ahmed s'approcha lentement d'Antoine. Le garçon resta assis, son sac toujours à la main, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Sa mère Hélène le regardait avec un mélange de peur et d'inquiétude. « Permets-moi de me présenter correctement, dit Ahmed avec un sourire aimable. Je suis le cheikh Ahmed Al-Jamil de Dubaï. »« Et toi, Antoine, tu viens de faire une déclaration très courageuse. » Antoine déglutit. « Oui, monsieur. » Tu sais, continua Ahmed, dans mon pays, nous avons un dicton. Les paroles sont comme des graines. Elles doivent porter des fruits, sinon elles ne sont que du vent. Comprends-tu ce que cela signifie? Je crois que oui, monsieur. Cela veut dire qu'il faut prouver ce que l'on dit. Ahmed sourit plus largement. Exactement. Puis, sans préavis, il commença à parler en arabe. Sa voix s'écoulait avec les sonorités typiques de la langue, à la fois gutturales et musicales. Les hommes d'affaires échangèrent des regards confus. Durand croisa les bras avec un sourire sceptique, s'attendant à ce que le garçon reste silencieux. Mais Antoine répondit, et il répondit en arabe. Le sourire de Durand s'effaça, Ahmed haussa les sourcils, visiblement surpris. « Tu viens de me dire que tu l'as appris sur Internet et à la bibliothèque du quartier de Belleville, dit Ahmed en français, pour que les autres comprennent. » «
Ta prononciation n'est pas parfaite, mais elle est bonne, très bonne pour un autodidacte. Sans laisser à Antoine le temps de se reprendre, Ahmed passa à l'anglais. Tell me, Antoine, how many hours a day do you study? Antoine répondit immédiatement, toujours en anglais. Ahmed passa au français. Et comment ta mère réagit-elle quand tu passes tout ce temps à étudier? Elle est fière, monsieur, répondit Antoine avec un petit sourire. Ma mère dit toujours que l'éducation est la seule chose que personne ne peut nous enlever. La salle était tombée dans un silence total. Plus personne ne riait. Monsieur Martin avait la bouche légèrement entr'ouverte. Durand s'était redressé sur sa chaise, le scepticisme sur son visage remplacé par l'incrédulité. Hélène avait les larmes aux yeux. Elle voyait son fils, son Antoine, briller devant ces hommes puissants qui, une minute auparavant, se moquaient de lui. Le Cheikh Ahmed continua, passant à l'espagnol. ¿Cuál es tu lengua favorita? El árabe, señor, répondit Antoine. Me gusta como suena, es como música. Allemand. Und welche ist am schwierigsten für dich? Das Chinesische? Ohne Zweifel, répondit Antoine. Die Töne sind sehr kompliziert. Ahmed fit une pause regardant le garçon avec une expression qui était un mélange d'émerveillement et de respect. Puis il essaya encore, cette fois en portugais. « Você tem professeur particular? »« Não, senhor », répondit Antoine em second la tête. « Apenas vídeos online, aplicativos gratuitos, livros da biblioteca. »« Невероятно, murmura Ahmed en russe, presque pour lui-même. »« Incroyable, спасибо, sir », répondit Antoine. « Merci, monsieur. » Le cheikh Ahmed resta silencieux quelques secondes, puis se tourna vers les autres hommes dans la salle. « Messieurs, dit-il d'une voix calme mais pleine de sens, je crois qu'aujourd'hui nous avons assisté à quelque chose d'extraordinaire. » Il s'approcha d'Antoine et posa une main sur son épaule. Jeune Antoine, au cours de toutes mes années dans les affaires internationales, j'ai rencontré des interprètes professionnels, des diplomates, des professeurs d'université. Mais j'ai rarement vu quelqu'un avec un don naturel comme le tien, et surtout il fit une pause significative en regardant Durand. J'ai rarement vu quelqu'un avec ta détermination, apprendre 9 langues seul, sans argent, sans professeur particulier, juste avec la force de la volonté. Il se tourna vers Hélène qui s'essuyait discrètement les yeux. Madame Hélène, votre fils n'est pas seulement intelligent, il est exceptionnel. Hélène ne put cocher la tête, trop émue pour parler. Durand se racla la gorge, visiblement mal à l'aise. Eh bien, c'est certainement impressionnant, je dois l'admettre. Mais le cheikh Ahmed n'avait pas fini. Il retourna s'asseoir à la table, mais maintenant ses yeux brillaient d'une idée, d'une possibilité. « Antoine, dit-il, j'aimerais te poser quelques questions sur ton école, sur tes rêves, sur ton avenir. » Le garçon hocha la tête, encore incrédule face à ce qui venait de se passer. Et à ce moment-là, dans cette salle de réunion à Paris, quelque chose d'important commençait à prendre forme. Quelque chose qui allait tout changer. Le cheikh Ahmed s'assit à côté d'Antoine, ignorant complètement les autres hommes dans la salle. Pour lui, à ce moment-là, n'existait que ce garçon extraordinaire et sa mère. « Antoine, dit-il d'une voix douce, raconte-moi comment tu as fait, où as-tu trouvé le temps, les ressources ?» Antoine regarda sa mère. Hélène hocha légèrement la tête, lui donnant la permission de parler. « Ça a commencé il y a 4 ans, commença Antoine. J'avais 8 ans. Un jour, j'ai trouvé un vieux dictionnaire anglais-français à la bibliothèque du quartier. Il était abîmé, avec des pages jaunies, mais il fonctionnait. J'ai commencé à l'étudier après l'école. Il s'arrêta un instant comme s'il rassemblait ses souvenirs. Ma mère travaillait beaucoup, elle rentrait tard à la maison. J'étais souvent seule. Au lieu de regarder la télévision, j'étudiais au début juste par curiosité, puis c'est devenu une passion. Hélène intervint d'une voix douce mais pleine d'émotion. Antoine a toujours été un enfant tranquille, il ne m'a jamais posé de problème. Pendant que les autres enfants voulaient des jouets chers, lui me demandait des livres de la bibliothèque. Le cheikh Ahmed écoutait attentivement, mais ses yeux sagaces lisaient entre les lignes. « Madame Hélène, si je peux me permettre, quelle est votre situation ?» Hélène baissa les yeux, non par honte, mais parce que c'était une question qui faisait mal. « Je suis veuve depuis 8 ans, cheikh Ahmed. Mon mari Marc est mort dans un accident de la route quand Antoine avait 4 ans. Antoine serra les poings sur ses genoux, c'était encore difficile d'en parler. Depuis lors, continua Hélène d'une voix ferme, je travaille comme agent d'entretien ici chez Global Tech de 14h à 10 à 8h. Ensuite, j'ai un autre travail dans un immeuble de 10 à 9h à 20 et 1h et le samedi matin, je nettoie un petit bureau. 3 emplois, dit Ahmed doucement, plus comme une constatation qu'une question. 3 emplois,
confirma Hélène. C'est le seul moyen de payer le loyer, la nourriture, les frais de scolarité. Antoine est à l'école publique. C'est une bonne école, mais... Elle hésita. Mais ce n'est pas une école internationale, compléta Ahmed. Elle n'offre pas les opportunités qu'un talent comme celui de votre fils mériterait. Hélène acquiesça. Ses professeurs m'ont toujours dit qu'Antoine est spécial. Madame Lefebvre, sa prof de lettres, m'a appelé 3 fois cette année. Elle m'a dit qu'Antoine devrait fréquenter une meilleure école, qu'il a un potentiel incroyable. Sa voix trembla. Mais moi, je ne peux pas me le permettre. Je travaille toute la journée, tous les jours, mais l'argent suffit à peine pour survivre. Antoine regarda sa mère avec des yeux brillants. Maman fait tout ce qu'elle peut, plus que ce qu'elle peut. Certains soirs, elle rentre à la maison si fatiguée qu'elle s'endort encore habillée. Mais elle ne se plaint jamais. Jamais, répéta Hélène fermement, parce qu'Antoine est mon trésor, c'est tout ce que j'ai. Et si je dois travailler 20 heures par jour pour qu'il ait un avenir meilleur que le mien, je le ferai. Un silence dense s'installa dans la salle. Même Durand et Martin avaient cessé de se regarder. Il y avait quelque chose de profondément touchant chez cette femme qui, malgré tout, gardait sa dignité. Le cheikh Ahmed s'adossa à sa chaise, réfléchissant. « Antoine, tu m'as dit que tu étudies 2 ou 3 heures par jour. Où ? À la bibliothèque, monsieur. Celle de Belleville est ouverte jusqu'à 10 à 9 heures. Il y a un ordinateur avec Internet gratuit pendant 1 heure par jour. J'utilise des applications comme Duolingo et des vidéos sur YouTube pour regarder des leçons et j'emprunte tous les livres que je peux. Et les week-ends, le samedi matin, j'aide maman à faire le ménage, l'après-midi, j'étudie. Le dimanche, nous allons à la messe, puis j'étudie encore. Parfois, je vais au parc et j'écoute les conversations des étrangers en essayant de comprendre comment ils parlent vraiment les langues. C'est différent des livres. Ahmed sourit. Tu es un garçon très intelligent, Antoine. Mais surtout, tu es déterminé. Et ça, il regarda les autres hommes dans la salle, ça vaut plus que n'importe quel cours particulier coûteux. Il se leva, marchant lentement vers la fenêtre. Il regarda la ville de Paris qui s'étendait sous eux. Il pensait, calculait, évaluait. « Madame Hélène, dit-il après un long silence, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr, cheikh Ahmed. » Si votre fils avait l'opportunité de fréquenter une meilleure école, une école qui pourrait développer son talent, accepteriez-vous ? Hélène le regarda confuse. Je ne comprends pas. Ahmed se tourna vers elle. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de nouveau, une décision. Peut être, dit-il lentement, qu'aujourd'hui est le jour où les choses peuvent changer. Le cheikh Ahmed retourna s'asseoir à la table. Il but une gorgée d'eau, regarda Antoine, puis Hélène. Son visage était sérieux, mais dans ses yeux brillait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Madame Hélène Antoine, commença-t-il d'un ton formel, permettez-moi de vous expliquer quelque chose. Je ne suis pas à Paris uniquement pour les affaires. Je suis aussi ici pour un projet qui me tient beaucoup à cœur. » Les autres hommes dans la salle le regardaient avec curiosité. Même Durand semblait intéressé. « Depuis 3 ans, continua Ahmed, ma fondation a créé un programme appelé « Talents sans frontières ». L'objectif est simple, trouver des jeunes exceptionnels qui n'ont pas de ressources économiques mais qui ont des capacités extraordinaires et investir dans leur avenir. Antoine et Hélène échangèrent un regard. « Nous cherchons des garçons et des filles dans toute l'Europe, expliqua Ahmed. De jeunes talents en mathématiques, en sciences, en arts, en musique et en langue. Le programme offre des bourses d'études complètes pour des écoles internationales, du mentorat et un soutien jusqu'à l'université. Le cœur d'Hélène se mit à battre plus fort. Cheikh Ahmed, c'est très généreux, mais Ahmed leva la main gentiment. « Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Cette année, nous ne sélectionnons que 12 étudiants dans toute l'Europe. Seulement 12. Nous avons reçu plus de 3000 candidatures. Il fit une pause significative. Les sélections sont déjà closes. Les 12 jeunes ont déjà été choisis. Mais il regarda intensément Antoine. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel. Quelqu'un qui a accompli seul, sans argent, sans ressources, ce que d'autres n'arrivent pas à faire même avec les meilleurs professeurs. Antoine retenait son souffle. Je veux offrir à Antoine une bourse d'études complète à l'Académie internationale Molière. Ici, à Paris, le silence qui suivit fut total. Hélène avait cessé de respirer. Antoine semblait ne pas en croire ses oreilles. L'école, poursuivit Ahmed, couvre tout. Les frais de scolarité, les livres, le matériel, la cantine. Antoine étudierait avec des jeunes du monde entier. Il aurait accès à des professeurs de langue maternelle pour les 9 langues qu'il parle déjà, et plus s'il le souhaite. C'est l'une des meilleures écoles internationales de France. Hélène porta une main à sa bouche, les yeux remplis de larmes.
je ne sais pas quoi dire. Maman. Antoine la regarda, les yeux grands ouverts, plein d'espoir et d'incrédulité. Mais Hélène secoua lentement la tête. Les larmes se mirent à couler, mais son visage se durcit d'une dignité qui laissa tout le monde sans voix. « Cheikh Ahmed, dit-elle d'une voix tremblante mais ferme, vous êtes un homme bon, très bon, mais moi, je ne peux pas accepter la charité. » « Maman !» Antoine la regarda, choqué. « Non, chérie, dit Hélène en regardant son fils. Écoute-moi, toute ma vie, j'ai travaillé de mes mains, j'ai toujours payé pour ce que nous avons. Je n'ai jamais rien demandé à personne. » Pas l'aumône, pas la pitié. Elle se tourna vers Ahmed. Vous comprenez, c'est pas de l'orgueil, c'est ce que je suis. Le cheikh Ahmed hocha lentement la tête. Je vous comprends parfaitement, Madame Hélène, et je vous respecte encore plus pour cela. Il se leva et marcha vers la fenêtre, pensif, puis il se retourna avec un sourire. Mais si c'était pas de la charité, si c'était un investissement, Hélène le regarda, confuse. Je ne comprends pas. Ma fondation ne fait pas de charité, expliqua Ahmed. Nous faisons des investissements. Nous investissons dans de jeunes talents parce que nous croyons en leur potentiel. En échange, nous ne demandons qu'une chose, que ces jeunes, lorsqu'ils réussiront dans la vie, aident d'autres jeunes comme eux. Il fit une pause. Mais pour Antoine, je voudrais proposer quelque chose de différent, quelque chose de plus pratique. Antoine se pencha en avant sur sa chaise. Mon entreprise est basée dans 15 pays, dit Ahmed. Nous faisons des affaires en 20 langues différentes. Nous avons toujours besoin de traducteurs, d'interprètes, de médiateurs culturels. Il regarda Antoine. Pendant l'été et les week-ends, s'il le souhaite, Antoine pourrait travailler pour nous comme traducteur junior. Nous le paierions régulièrement. Pas beaucoup, il est jeune, mais ce serait un vrai travail, un vrai contrat. Les yeux d'Hélène s'écarquillèrent. Donc, ce ne serait pas de la charité, conclut Ahmed, ce serait un accord. Nous investissons dans son éducation. Il travaille pour nous et apprend. Tout le monde y gagne. Antoine regarda sa mère, les yeux pleins d'espoir. « Maman, je pourrais vraiment t'aider, je pourrais gagner de l'argent et étudier. » Hélène regarda son fils, regarda le cheikh Ahmed, puis regarda ses mains marquées par des années de dur labeur. « Je peux y réfléchir, » murmura-t-elle. « Certainement, » dit Ahmed avec un sourire. « C'est une décision importante. Prenez le temps qu'il vous faut. » Mais au fond de lui, il savait déjà ce qu'Hélène déciderait. Une mère ferait n'importe quoi pour l'avenir de son fils. N'importe quoi. Ce soir-là, dans le petit appartement d'Hélène et Antoine dans le 20e arrondissement, mère et fils étaient assis à la table de la cuisine. C'était un appartement modeste, 2 pièces, une cuisine minuscule, une salle de bain, mais il était propre, bien rangé, plein d'amour. Sur la table, il y avait 2 assiettes de pâtes à la tomate, simples mais cuisinées avec soin. Antoine jouait avec sa fourchette sans manger. Hélène le regardait en silence. « Tu n'as pas faim ?» demanda-t-elle doucement. Antoine secoua la tête. « Maman, on peut parler de ce qui s'est passé aujourd'hui ?» Hélène soupira. Elle avait pensé à cette conversation tout l'après-midi en terminant son service chez Global Tech, puis en se rendant à son 2e travail. « Je savais que tu allais me le demander. » C'est une opportunité incroyable, dit Antoine, essayant de garder sa voix calme. L'Académie Molière, maman, c'est l'une des meilleures écoles de Paris, peut être de France. Je sais, chérie. Je pourrais apprendre tellement de choses, avoir de vrais professeurs, pratiquer les langues tous les jours avec des étudiants internationaux. Les yeux d'Antoine brillaient et je travaillerais. Je gagnerais de l'argent, du vrai argent. Je pourrais t'aider. Hélène posa sa fourchette, regarda son fils avec des yeux fatigués mais pleins d'amour. « Antoine, écoute-moi. Je sais à quel point tu veux ça. Dieu sait à quel point je le veux aussi pour toi. »« Mais quoi, maman ? J'ai peur, » admit Hélène, sa voix se brisa légèrement. « J'ai peur de ce monde. Tu as vu ces hommes aujourd'hui ? Comment ils t'ont regardé, comment ils ont ri de toi ? Seulement au début, dit Antoine. Après, ils ont arrêté. Oui, ils ont arrêté. Mais tu sais pourquoi ? Parce que le cheikh Ahmed t'a défendu. Mais il ne sera pas toujours là. Dans cette école, il y aura des enfants riches, des fils d'entrepreneurs, de diplomates, de gens puissants. Et toi ? Elle s'arrêta. Et moi, quoi, maman ? Tu es le fils d'une femme de ménage, dit Hélène. Et en le disant, une larme s'échappa. Ils te regarderont de haut et te feront sentir inférieur. Et je ne peux pas supporter l'idée que quelqu'un te fasse souffrir. Antoine se leva et alla serrer sa mère dans ses bras. « Maman, les gens m'ont déjà regardé de haut toute ma vie. Quand je vais à la bibliothèque avec des vêtements usés, quand les autres enfants partent en vacances et que je reste ici. Mais tu sais ce que tu m'as toujours dit ?» Hélène le regarda à travers ses larmes. « Tu m'as dit que
Peu importe ce que les autres pensent. Ce qui importe, c'est qui nous sommes vraiment. Ce qui importe, c'est de travailler dur, d'être honnête. Antoine prit les mains de sa mère. C'est toi qui m'as appris ça. Et maintenant, j'ai la chance de prouver que tu avais raison. Hélène ferma les yeux. Elle savait que son fils avait raison, mais la peur était toujours là dans son cœur. Et si ça ne marche pas, murmura-t-elle. Et s'il te traite mal, si tu te sens à l'écart, alors je retournerai dans mon ancien collège, dit Antoine simplement. Mais au moins, j'aurais essayé. Tu m'as toujours dit de ne pas avoir peur d'essayer. Ils restèrent en silence pendant quelques minutes, avec seulement le bruit du réfrigérateur en fond sonore. Il y a autre chose, dit Hélène doucement. Le cheikh Ahmed semble être un homme bon, mais il reste un homme très riche et puissant. Et nous sommes des gens simples. Si nous acceptons cela, nous devenons en quelque sorte dépendants de lui. Et si un jour il change d'avis, s'il décide que tu n'es plus intéressant, Antoine y réfléchit. Maman, il a dit que c'est un contrat, un vrai contrat de travail. Il ne peut pas simplement changer d'avis comme ça. Je sais, chérie, mais le monde des riches fonctionne d'une manière que nous ne connaissons pas. Ils ont des avocats, ils ont le pouvoir. Et nous, elle montra le petit appartement, nous n'avons que notre dignité. Alors nous utiliserons notre dignité, dit Antoine fermement. Je travaillerai dur, je prouverai que je vaux cette bourse. Je ne serai pas là par charité, maman. Je serai là parce que je l'aurais mérité. Aujourd'hui, dans cette salle, j'ai prouvé que j'en suis capable. Hélène le regarda, son fils, à peine 12 ans, mais qui parlait avec la sagesse de quelqu'un de bien plus âgé. À cet instant, elle vit son mari, Marc, dans ses yeux déterminés. Marc qui rêvait toujours d'un avenir meilleur pour sa famille. « Ton père serait si fier de toi », dit Hélène, la voix brisée par l'émotion. « Et toi, maman, tu es fière de moi ?»« Toujours », murmura Hélène. « Chaque jour. » Ils restèrent enlacés encore un moment, puis Hélène essuya ses larmes et regarda son fils dans les yeux. « D'accord, dit-elle enfin, d'accord, nous allons accepter l'offre du cheikh Ahmed. » Antoine explosa d'un immense sourire. « Vraiment ? Vraiment, mais à une condition. Laquelle ? » Hélène prit le visage de son fils entre ses mains. « N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais qui tu es. Tu peux étudier dans les meilleures écoles, parler sans langue, devenir ce que tu veux, mais reste toujours mon Antoine, le garçon bon, humble, qui aide sa mère. Promets-le-moi. »« Je te le promets, maman, dit Antoine, les yeux brillants. Je te le jure. » Hélène sourit à travers ses larmes. « Alors, demain, nous appellerons le cheikh Ahmed. » C'était une décision qui allait tout changer, et au fond de leur cœur, ils le savaient tous les deux. 3 mois plus tard, septembre. Le premier jour d'Antoine à l'Académie internationale Molière, le bâtiment était impressionnant. 4 étages d'architecture moderne au cœur de Paris avec de grandes baies vitrées, des salles de classe lumineuses, des laboratoires technologiques. La cour intérieure avait de vrais arbres, des bancs en bois et même une petite fontaine. Antoine franchit le portail, son sac à dos sur les épaules. Il portait le nouvel uniforme de l'école. Pantalon bleu marine, chemise blanche, cravate bordeaux avec le logo de l'académie. Hélène l'avait repassé 3 fois ce matin-là, les larmes aux yeux. Autour de lui, d'autres élèves arrivaient. Certains descendaient de voitures de luxe avec chauffeur. D'autres étaient accompagnés par des parents en tenues élégantes. Ils parlaient différentes langues, anglais, français, allemand, espagnol, arabe, chinois. C'était un monde complètement nouveau. « Et toi ?» appela une voix. Antoine se retourna. Un garçon grand, aux cheveux blonds, parfaitement coiffé, s'approcha avec 2 autres camarades. « T'es nouveau ?»« Oui », répondit poliment Antoine. « Je suis Antoine. Antoine Dubois. »« Moi, c'est Frédéric Fournier, » dit le garçon avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mon père possède Fournier Tech. »« Et toi, que font tes parents ?» Antoine n'hésita qu'une seconde. « Ma mère travaille dans le nettoyage. » Le sourire de Frédéric se figea, les 2 autres garçons échangèrent un regard. « Dans le nettoyage ?» répéta Frédéric lentement. « Oui, et c'est la personne la plus travailleuse que je connaisse. » Un silence gêné. Puis Frédéric rit, mais ce n'était pas un rire aimable. « Eh bien, bienvenue à l'Académie. J'imagine que tu es ici avec une bourse. »« Oui, dit Antoine avec fierté, une bourse complète. »« Intéressant, dit Frédéric, échangeant un regard avec ses amis. Puis ils s'éloignèrent en riant à voix basse. Antoine entendit les mots « fils de la femme de ménage » flotter dans l'air. Il serra les poings, mais se souvint de la promesse faite à sa mère. Tête haute, dignité. Les premières semaines furent difficiles, très difficiles. En classe, Antoine était brillant. Les professeurs étaient stupéfaits par ses capacités linguistiques. Pendant le cours d'anglais, M. Leclerc le fit parler devant toute la classe, impressionné par sa prononciation. En français, Madame Lefebvre dit qu'il avait un talent naturel. Mais en dehors des salles de classe, les choses étaient différentes.
Frédéric et son groupe l'évitaient. Certains garçons le regardaient avec curiosité mais ne s'approchaient pas. À la cantine, Antoine mangeait souvent seul, un livre ouvert devant lui. Une fille, cependant, était différente. Elle s'appelait Yuki, elle venait du Japon. Elle aussi était silencieuse, elle aussi semblait à l'écart. Un jour, elle s'assied à côté d'Antoine. « Salut », dit-elle timidement. « Je peux m'asseoir ici ?» Antoine sourit. « Bien sûr. J'ai entendu dire que tu parlais 9 langues, » dit Yuki. « C'est vrai ?»« Oui. » Waouh. Moi, je parle que japonais, anglais et un peu de français. Tu pourrais m'aider avec le français ? Je pourrais t'apprendre un peu de japonais si tu veux. Pour la première fois depuis des semaines, Antoine sentit une chaleur dans sa poitrine. J'adorerais. À partir de ce jour, Antoine et Yuki devinrent amis. Elle lui présenta d'autres étudiants, Marcus d'Allemagne, Sophia d'Espagne, Chen de Chine. Des jeunes qui, comme lui, étaient là pour leur mérite, pas pour leur argent. Pendant ce temps, chaque samedi matin, Antoine travaillait dans les bureaux de la société du Cheikh Ahmed. Il traduisait des emails, des documents simples. Parfois, il participait à des appels vidéo comme interprète. Le travail était sérieux, professionnel et il le faisait avec engagement. L'argent qu'il gagnait, il le donnait à sa mère. « Maman, ça c'est pour toi, pour le loyer. » Hélène pleurait à chaque fois. « Chérie, tu ne devrais pas. »« Je veux le faire, » disait Antoine. « On est une équipe, tu te souviens ?» Les mois passèrent, octobre, novembre, décembre. Antoine commença à se sentir plus sûr de lui. Ses notes étaient excellentes. Les professeurs parlaient de lui en réunion. « Ce garçon est spécial », disait Monsieur Leclerc. Mais Frédéric et son groupe continuaient leurs commentaires, leurs petites méchancetés, leurs regards méprisants, leurs remarques chuchotées. Yusuke Yanbir. Pendant le cours d'économie internationale, le professeur annonça « Cette année, l'Académie participera au concours européen des jeunes polyglottes. C'est une compétition prestigieuse. Seuls 3 élèves représenteront notre école. » Antoine sentit son cœur s'accélérer. Un concours international de langue, c'est exactement ce dont il avait toujours rêvé. Les sélections internes, continua le professeur, commenceront la semaine prochaine. Frédéric regarda Antoine de l'autre côté de la classe. Dans ses yeux, il y avait quelque chose de différent. Pas du mépris, mais de l'inquiétude. Car il avait compris qu'Antoine n'était pas seulement le fils d'une femme de ménage. C'était un vrai talent. Et il était sur le point de le prouver à tout le monde. Les sélections internes durèrent 2 semaines. 60 élèves y participèrent. Tests écrits, épreuves orales, conversations improvisées en plusieurs langues. C'était intense, compétitif, impitoyable. Antoine se prépara chaque soir après l'école. Il étudiait jusqu'à minuit, révisait son vocabulaire, écoutait des podcasts dans toutes ses langues. Hélène le regardait avec inquiétude, mais elle savait que son fils en avait besoin. Frédéric se prépara aussi. Il avait des professeurs particuliers qui venaient chez lui chaque après-midi. Son père avait même engagé un coach spécialisé dans les compétitions linguistiques. Les résultats des sélections furent annoncés un vendredi après-midi. Toute l'école était réunie dans l'auditorium. Le proviseur monta sur scène avec une enveloppe. Les 3 élèves qui représenteront l'Académie Molière au concours européen sont, le silence était total. En 3e position, Sophia Ramirez d'Espagne. Applaudissements. Sophia, l'amie d'Antoine, se leva en souriant, ému. En 2e position, Antoine Dubois. Le cœur d'Antoine explosa. Il n'arrivait pas à y croire. Il se leva, les jambes tremblantes. Yuki le serra dans ses bras. Marcus lui donna une tape dans le dos. Les applaudissements étaient forts, sincères, mais tout le monde n'applaudissait pas. Frédéric était assis, les bras croisés, le visage pâle. Et en première position, Frédéric Fournier. Frédéric se leva, forçant un sourire. Les applaudissements furent polis, mais sans l'enthousiasme réservé aux 2 autres. Après la cérémonie, dans le couloir, Frédéric s'approcha d'Antoine. Ses amis n'étaient pas là. Il était seul. « Félicitations », dit-il d'une voix neutre. « Merci », répondit Antoine. « À toi aussi. » Frédéric le regarda longuement. « Tu sais, au début, je pensais que tu n'étais là que par pitié. Le garçon pauvre avec la bourse. Mais je me suis trompée. » Antoine ne dit rien, tu es vraiment bon, admit Frédéric, et dans ses mots, il y avait quelque chose qui ressemblait à du respect. Ce n'est pas facile pour moi de le dire, mais tu es meilleur que moi. Il ne s'agit pas de savoir qui est le meilleur, dit Antoine gentiment. Il s'agit de faire de notre mieux, Frédéric hocha lentement la tête. Peu, est-ce que tu as raison. Puis il s'en alla, laissant Antoine stupéfait. La compétition eut lieu à Genève 3 mois plus tard. Avril
6 écoles de toute l'Europe participaient, des centaines d'étudiants, tous exceptionnellement doués en langue. Hélène avait demandé un jour de congé pour accompagner Antoine. C'était la première fois qu'elle prenait l'avion. Elle pleura lorsque l'avion décolla, serrant la main de son fils. Le cheikh Ahmed était là. Il avait pris un vol spécial de Dubaï pour voir Antoine concourir. Il s'assit à côté d'Hélène dans l'auditorium. Il a beaucoup grandi ces derniers mois, dit Ahmed. Oui, murmura Hélène avec fierté. C'est devenu un jeune homme. La compétition comportait 3 phases. Un test écrit, un dialogue spontané et une présentation finale en 5 langues différentes. Antoine passa la première phase brillamment. Dans la seconde, il conversa avec fluidité avec des juges de France, d'Allemagne, de Chine, d'Arabie Saoudite et du Brésil. Son naturel, sa capacité à passer d'une langue à l'autre sans effort laissèrent tout le monde impressionné. Mais c'est dans la phase finale que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Le thème de la présentation était « Comment les langues construisent des ponts entre les cultures ». Antoine monta sur scène. Il était nerveux, mais quand il commença à parler, sa voix était claire et assurée. Il commença en français, parlant de son enfance à Paris, puis il passa à l'anglais, racontant comment il avait découvert les langues dans la bibliothèque de son quartier. En espagnol, il parla de la passion, en allemand, de la discipline. Puis il passa à l'arabe et regarda le cheikh Ahmed dans le public. « Cette langue m'a ouvert une porte, dit-il en arabe parfait. Elle m'a fait rencontrer quelqu'un qui a cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Elle m'a appris que la générosité n'a pas de frontières. Le cheikh Ahmed avait les yeux brillants. » Antoine continua en portugais, en russe, en chinois. Chaque langue portait une partie de son histoire. Mais c'est lorsqu'il revint au français pour la conclusion que l'auditorium se tut complètement. « Je suis le fils d'une femme de ménage, dit-il d'une voix forte et claire. Et j'en suis fier. Parce que ma mère m'a appris que peu importe d'où l'on vient, ce qui importe c'est où l'on veut aller et à quel point on est prêt à travailler pour y arriver. » Il fit une pause. Les langues ne sont pas seulement des mots, ce sont des ponts. Des ponts qui relient les gens, les cultures, les rêves. Et je veux passer ma vie à construire ces ponts, pour des garçons comme moi, pour des familles comme la mienne, pour tous ceux qui croient que l'éducation peut changer le monde. Quand il eut fini, il y eut un moment de silence absolu, puis l'auditorium explosa en une ovation. Les gens se levèrent. Hélène pleurait. Le cheikh Ahmed applaudissait avec un immense sourire. Même les juges étaient visiblement émus. Antoine avait fait plus que gagner un concours. Il avait touché les cœurs. Les résultats furent annoncés le soir même lors de la cérémonie de clôture. La 3e place est attribuée à Emma Larsson de Suède. Applaudissements, Emma monta sur scène pour recevoir sa médaille de bronze. La 2e place est pour Lucas Müller d'Allemagne. D'autres applaudissements. Lucas, un grand garçon à lunettes, sourit et monta sur scène. Antoine était assis à côté de Sophia et Frédéric. Son cœur battait si fort qu'il pensait que tout le monde pouvait l'entendre. Hélène serrait les mains si fort que ses jointures étaient blanches. Et le vainqueur du concours européen des jeunes polyglottes est un silence insoutenable. Antoine Dubois de France. L'auditorium explosa. Antoine resta assis une seconde, choqué. Sophia le poussa en riant. « Vas-y, tu as gagné !» Il se leva, les jambes flageolantes. En marchant vers la scène, il vit sa mère, debout, pleurant ouvertement. Il vit le cheikh Ahmed applaudir fièrement. Et il vit quelque chose d'inattendu, Frédéric debout, qui applaudissait sincèrement. Sur scène, la présidente du jury, une professeure de l'université d'Oxford, lui passa la médaille d'or autour du cou. « Antoine, dit-elle au micro, votre présentation n'était pas seulement techniquement parfaite, elle était inspirante. Vous avez prouvé que le vrai langage universel, c'est la passion. » Félicitations, Antoine prit le trophée, les mains tremblantes. Il regarda le public et vit des centaines de visages souriants, mais ses yeux n'en cherchaient qu'un, celui de sa mère. La nouvelle de la victoire se répandit rapidement. Le lendemain, des journalistes français interviewèrent Antoine. L'histoire du garçon qui avait appris 9 langues seul, fils d'une femme de ménage, vainqueur d'un concours international, était trop belle pour ne pas être racontée. De retour à Paris, quelque chose avait changé. À l'académie, les élèves regardaient Antoine avec respect. Même ceux qui l'ignoraient auparavant le saluaient maintenant dans les couloirs. Frédéric lui serra la main et dit « Tu as fait honneur à notre école. Merci ». Mais la vraie surprise arriva une semaine plus tard. Monsieur Durand, le dirigeant de Global Tech qui avait ri d'Antoine ce jour-là dans la salle de réunion, se présenta à l'académie. Il demanda à parler à Antoine en privé. « Antoine, dit-il visiblement mal à l'aise, je ne sais pas si tu te souviens de moi. » « Je me souviens parfaitement, monsieur Durand, dit Antoine d'une voix calme. Durand baissa les yeux. « Je suis venu pour te présenter mes excuses. »
Ce jour-là, je me suis comportée de manière impardonnable. Tu n'étais qu'un garçon et moi, je t'ai humilié. J'ai humilié ta mère. Antoine resta silencieux. J'ai vu ton interview à la télévision, continua Durand. J'ai vu ce que tu es devenu et j'ai eu honte, profondément honte. Il sortit une carte de visite. Mon entreprise recherche de jeunes talents pour notre programme international. Quand tu auras fini tes études, si tu le souhaites, il y aura une place pour toi. Antoine regarda la carte, puis regarda Durand dans les yeux. Merci pour vos excuses, monsieur Durand, je les accepte. Quant à l'offre d'emploi, il fit une pause. J'y réfléchirai. Mais seulement si ma mère est promue superviseur dans votre bâtiment, avec un salaire juste. Durand fut surpris, puis sourit avec respect. Vous avez ma parole. Le plus grand changement, cependant, vint du cheikh Ahmed. Il le convoqua dans son bureau. Antoine, assieds-toi. J'ai quelque chose d'important à te dire. Le garçon s'assit, curieux. Ta victoire a fait la une des journaux, même dans mon pays, dit Ahmed, et j'ai reçu une proposition. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation recherche de jeunes ambassadeurs, des personnes qui peuvent inspirer d'autres jeunes dans le monde. Les yeux d'Antoine s'écarquillèrent. Il t'offre une bourse complète à l'université, n'importe quelle université de ton choix, dans n'importe quel pays, à une condition que tu deviennes le porte-parole de leur programme pour l'éducation mondiale. Antoine ne parvenait pas à parler. Mais il y a plus, continua Ahmed. Ils ont aussi offert un emploi stable à ta mère comme coordinatrice culturelle pour leur bureau de Paris. Un vrai salaire, le respect, la dignité, des larmes se mirent à couler sur le visage d'Antoine. Alors, dit Ahmed avec un sourire, qu'en dis-tu ? Es-tu prêt à changer le monde ? Antoine ne put cocher la tête. Le rêve était devenu réalité. 6 ans plus tard, l'auditorium de l'Université de Genève était bondé. Étudiants, professeurs, familles. Tous étaient là pour la cérémonie de remise des diplômes. Antoine Dubois, maintenant âgé de 24 ans, monta sur scène pour recevoir son diplôme en relations internationales et linguistiques, avec mention très bien le meilleur de sa promotion. Mais ce n'était pas une remise de diplôme ordinaire. Antoine avait été choisi pour prononcer le discours de fin d'études au nom de tous les diplômés. En se dirigeant vers le podium, ses yeux cherchèrent immédiatement sa mère. Hélène était au premier rang, élégante dans un tailleur bleu. C'était plus l'uniforme de travail. Elle travaillait désormais comme coordinatrice culturelle, respectée, valorisée. À côté d'elle, le cheikh Ahmed, toujours présent dans les moments importants, Antoine commença à parler, d'abord en français, puis passa à l'anglais, puis à l'italien. Quand j'avais 12 ans, dit-il, je suis entré par hasard dans une salle de réunion où travaillait ma mère. Et ce jour-là, j'ai dit quelque chose qui semblait impossible. Je parle 9 langues, tout le monde a ri, tout le monde sauf une personne. Il regarda le cheikh Ahmed. Cet homme n'a pas ri, il a écouté, il a cru. Il a investi non seulement dans mon talent, mais aussi dans ma dignité. Et cela a fait toute la différence. Il se tourna vers sa mère. « Maman, tu m'as appris que le travail honnête est toujours digne de respect. Que ce qui importe, c'est pas ce que tu fais, mais comment tu le fais. Tu as nettoyé des sols avec plus de dignité que beaucoup de gens n'en mettent dans leur carrière prestigieuse. » Hélène pleurait silencieusement. « Aujourd'hui, continua Antoine, je travaille pour les Nations Unies comme médiateur linguistique et culturel, je voyage dans 30 pays, j'aide les communautés à communiquer, à se comprendre, à construire des ponts. Mais chaque fois que je traduis, chaque fois que j'aide quelqu'un, je pense à ma mère qui cumulait 3 emplois pour que je puisse étudier. Sa voix se fit plus forte. Et je pense à tous les jeunes comme moi, ceux qui ont du talent mais pas d'opportunité, ceux qui ont des rêves mais pas de ressources, ceux qu'on juge sur leur lieu de naissance et non sur ce qu'ils peuvent accomplir. Il fit une pause. C'est pourquoi, avec le cheikh Ahmed, nous avons créé la fondation Ponts sans frontières. Nous offrirons des bourses à 100 jeunes chaque année, peu importe d'où ils viennent. Seul compte où ils veulent aller. L'auditorium explosa en applaudissements. Après la cérémonie, dans le jardin de l'université, Hélène serra son fils dans ses bras. « Ton père serait tellement, tellement fier. Je sais, maman. Et tout ça, c'est pour toi. Pour nous. » Le cheikh Ahmed s'approcha. « Antoine, es-tu prêt pour ta prochaine mission ? New York t'attend. » Antoine sourit. « Toujours prêt. » Il regarda sa mère, il regarda le cheikh Ahmed, il regarda le ciel bleu au-dessus de Genève. Ce jeune garçon qui, 12 ans plus tôt, était entré timidement dans une salle de réunion avec des vêtements simples et un rêve impossible, avait vraiment changé le monde. Non pas par la chance, non pas avec de l'argent, mais avec de la détermination, du courage et la conviction que le talent n'a pas de classe sociale et que chaque rêve, aussi impossible qu'il puisse paraître, peut devenir réalité.
Il suffit d'y croire, de travailler pour l'atteindre et de ne jamais, jamais abandonner.